Donc, bonjour à tous. On va aujourd'hui voir ensemble un peu ce que signifie le concept d'itérable et d'itérateur et en quoi ça peut être utile pour nous en Python, dans notre code et comment est-ce qu'on fait pour éventuellement utiliser ça à notre avantage. Alors tout d'abord, ces concepts, vous les connaissez tous sans forcément arriver à leur mettre en nom. En tout cas, celui d'itérable, puisqu'on a tous l'habitude, probablement très tôt dans son parcours Python, dans ses aventures de pythonista débutant, d'utiliser des listes. Donc finalement, on pourrait effectivement, si j'ai une liste de personnes, ici, on pourrait imaginer différents de personnes, Paul, Guy, Pierre, Marie, et hop, Manu, comme ça. Donc dès que j'ai une liste d'objets, ici, malgré le fait que c'est des chaînes de caractères qu'on retrouve dans cette liste, ce n'est pas moins des objets. Donc dès que j'ai une liste, je peux itérer sur cette liste. Donc tout d'abord, itérer signifie vraiment parcourir la liste et élément par élément, et éventuellement appliquer une opération sur chaque élément de cette liste. Donc au plus simple, on peut faire une boucle for ici, qui dit grosso modo que pour chaque personne dans personne, on veut faire quelque chose. Alors ce quelque chose, ça peut être de faire un print de la personne, éventuellement, lui appliquer un traitement, par exemple, mettre son nom en majuscule. Je peux faire une boucle, je peux donc utiliser la notion d'itération dans une boucle for directement, ou alors je peux appliquer la notion d'itération dans ce qu'on appellera par exemple une compréhension de liste. Donc ici, je vais juste arrêter le son. Voilà. Soit dans une boucle for, soit éventuellement dans une compréhension de liste. Donc ici, une compréhension de liste, on peut faire la même construction, personne, for, personne, in, personne, et éventuellement, on peut appliquer un traitement à l'élément, et puis ensuite, directement personne mage. Et ici, on a effectivement un autre résultat, une liste directement avec un traitement qui a été appliqué sur chaque élément de notre liste. Bien entendu, en Python, la notion d'itération à l'aide d'une boucle for n'est pas réservée exclusivement aux listes. Par exemple, je peux avoir une phrase salut, comment vas-tu? Et sur laquelle je peux très bien itérer avec donc for lettre, in phrase, et puis même chose, on peut faire un print de chaque lettre, par exemple. Éventuellement, on peut également la transformer en majuscule et lui appliquer un traitement si on le désire. Et on a donc un traitement qui a été effectué sur chaque lettre. Donc, itérer sur un objet chaîne de caractères va parcourir la chaîne de caractères lettre par lettre. À l'inverse, je peux, par ailleurs, je peux éventuellement créer un fichier dans lequel je mets plusieurs mots. Salut, comment ça va? Et dans le contexte du fichier, l'itération va également s'appliquer.
par exemple, withopen mon fichier.txt as mon fichier. Et je peux très bien maintenant parcourir for ligne in mon fichier directement et faire un print de chaque ligne. De nouveau, appliquons-lui un traitement simple. Donc ici, je me limite à un traitement. Ici, salut, on voit qu'il y a une ligne rebelle, enfin des sauts de ligne rebelles qui se sont glissés là-dedans. C'est notamment dû au fait que print lui-même ajoute des sauts de ligne et que à la fin de chaque ligne ici, j'ai des sauts de ligne. Alors je pourrais très bien, par exemple ici, pour régler le problème, simplement ne pas afficher ces sauts de ligne. Donc, on voit ici que le contexte d'itération s'applique différemment à différents contextes. Sur une liste, on itère élément par élément. Sur une chaîne de caractères, on itère lettre par lettre. Sur un fichier, on itère ligne par ligne. Sur un dictionnaire, on peut itérer aussi. Donc, si j'ai un système clé-valeur, par exemple, langage et son créateur, Guillaume Van Rossum. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore comme JavaScript. Alors, j'ai aucune idée de qui a inventé notre langage JavaScript, mais bon, on va créateur Aish, donc Brendan. Donc même chose ici, on va faire comme pour Guido Van Rossum, on va le formater un peu pareil. Donc dans le contexte d'un dictionnaire, l'itération se manifeste, peut être utilisée également for clé indico print clé. Ok, donc sur un dictionnaire, si j'itère par défaut, je vais itérer clé par clé. Ou alors, si j'itère sur un dictionnaire à l'aide de sa méthode item, je vais itérer clé valeur. Et ici, je vais pouvoir afficher chaque fois, par exemple, hop, on va faire ça dessus une f-string. Ici, la clé et la valeur. Et hop, bien sûr, ça ne s'appelle pas item, mais items au pluriel. Donc, encore en contexte différent, un dictionnaire fait encore de l'itération différente. Si j'itère sur un dictionnaire, je vais parcourir chacune de ces clés. Si j'itère sur dico items, je vais effectivement faire autre chose. Et je peux créer des itérateurs de vraiment plein de manières. Par exemple, avec des générateurs. Donc ici, ma fonction, par exemple, while, alors x, on va mettre i égale 1, while true, yield i, et puis i plus égale 1. Je ne suis pas très inspiré à ce niveau-là. Donc même chose, je pourrais faire une boucle for i in ma fonction. Et puis ici, if i est égal à 200, break. Donc,
C'est une sorte de réimplémentation très basique de range, mais enfin, on voit que ici, j'ai pas fondamentalement de liste ici, mais j'ai ce qu'on appelle un générateur. Un générateur va produire finalement quelque chose qui peut être itéré par la boucle for. Donc, on voit que la conclusion de tout ça, c'est qu'on a plusieurs objets différents qu'on peut tous utiliser dans une boucle for. Alors finalement, pourquoi est-ce que j'aurais pas en annuaire, par exemple, téléphonique, quelque chose du style, une classe annuaire, ou répertoire téléphonique, et puis en annuaire que j'instancie, et auquel je peux ajouter des personnes, et pourquoi est-ce que je pourrais au final pas faire for personne in annuaire, et puis faire quelque chose sur personne. Alors pour l'instant, on voit que ça ne fonctionne pas parce que annuaire object is not itérable. Donc déjà, première chose, mon objet annuaire n'est pas en itérable, donc ça ne fonctionne pas. Première conclusion. Alors, on va commencer par voir qu'est-ce que veut dire en itérable. Et donc, ça va impliquer qu'on rentre dans le protocole d'itération. Alors, en itérable, c'est quelque chose qui répond déjà à la méthode iter. Alors, ça ne va pas vous aider beaucoup, mais on va essayer de voir en détail comment fonctionne une boucle for. Alors, si je reprends ma toute première liste de personnes, je rappelle que j'avais des personnes qui étaient celles-là. Donc, si je prends cette liste-là de personnes et que j'obtiens ce qu'on appelle un itérateur. Pour obtenir l'itérateur, je dois passer la liste à la fonction qui s'appelle iter. Donc, pour l'instant, ça ne vous aide pas grand-chose, mais on va définir qu'en itérable, c'est quelque chose que je peux passer à la fonction iter. En effet, mon dictionnaire, alors je l'avais appelé dico, je peux l'envoyer à iter. Mes personnes, on vient de le voir, je peux l'envoyer à iter. Ma phrase, je peux l'envoyer dans la méthode iter. Par contre, mon annuaire, déjà, je ne peux pas l'envoyer dans la méthode iter parce que annuaire object is not an iterable. Donc, on va régler déjà le problème tout de suite, c'est-à-dire permettre à mon annuaire d'être finalement de supporter la méthode iter. Et pour ce faire, rien de plus simple, il me suffit d'ajouter une méthode spéciale dans mon annuaire qui s'appelle sans surprise iter et qui va retourner ce qu'on appelle en itérateur. Donc en itérable, c'est un objet qui, lorsqu'on le passe à la méthode iter, va retourner en itérateur. Alors on progresse, il y a toujours plein de mots qu'on ne connaît pas, mais on progresse légèrement. Donc ici, on va dire qu'il se retourne lui-même, enfin en return self. Simplement, on va supposer que annuaire est non seulement itérable, mais qu'il prétend être un itérateur. Donc, regardons ce que ça implique. Est-ce que maintenant annuaire passe à iter? Ok, il retourne iter, return, non-iterator of type annuaire. Ok, donc il l'a retourné. Maintenant, on voit qu'on a une erreur qui est différente. Ok, avant qu'on implémente ceci, donc, hop, Python nous disait ceci, que annuaire n'était pas itérable. Maintenant, il nous dit autre chose.
Maintenant, il semble qu'on soit itérable, mais il semble dire que iter retourne quelque chose qui n'est pas en itérateur. Il retourne ici, iter retourne annuaire, qui lui-même, donc du coup, n'est pas en itérateur. Donc ça pose la deuxième question complémentaire, qui est, OK, si je suis en itérable, c'est que je dois retourner en itérateur. Qu'est-ce qu'en itérateur? Alors, en itérateur, c'est quelque chose qui me permet de parcourir, c'est un objet qui va pouvoir éventuellement parcourir une liste ou quelque chose comme ça. Donc en itérateur, c'est simplement quelque chose qui me permet de parcourir une liste en appelant une fonction next. Donc si je prends l'itérateur de la liste, alors la personne me retourne en itérateur, et je dois pouvoir, sur l'itérateur, appeler la méthode next. Et on voit que si j'appuie, si je passe l'itérateur à next, j'aurai le premier élément de ma liste. Une nouvelle fois, juste pour être sûr, ma liste, c'est ça. Donc, si je prends next et l'itérateur, je retourne, alors je vais juste les inverser, comme ça c'est plus clair pour vous, la liste. Voilà, next, itérateur, j'ai le premier élément. Maintenant, si j'appelle une deuxième fois next avec personne, hop, évidemment, c'est pas personne, c'est it avec itérateur, excusez-moi, j'ai le deuxième élément de la liste. Puis si j'appelle une troisième fois mon itérateur avec next, j'ai le troisième, etc. Vous commencez à me voir arriver jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la liste. Pierre, Marie, il reste Manu. Voilà, on est au dernier élément de la liste. Si maintenant je fais un next supplémentaire, next itérateur, il doit me renvoyer une sorte de signal comme quoi j'ai fini de traverser ma liste. Et ce signal, c'est une exception qui s'appelle stop itération. Donc, on en arrive à ce qu'est en itérateur. Du coup, en itérateur, c'est un objet sur lequel je peux appeler la fonction next et qui, lorsqu'il a terminé son job, va me lever une exception de type stop iteration. Donc, reprenons tout ça depuis le début. Donc, nous avions une liste. Une liste est ce qu'on appelle en itérable. Lorsque je passe cet objet à iter, j'obtiens en itérateur. Et en itérateur, c'est un objet qui supporte la fonction next et qui, lorsqu'il a terminé son job, fait une stop iteration exception. Donc, on a vu la première partie du problème ici. C'est que pour supporter la première étape, la méthode iter, je dois ici ajouter une méthode dans mon objet qui s'appelle underscore underscore iter underscore underscore. Maintenant, essayons d'y ajouter la deuxième partie. Alors, je vais continuer juste tout en bas, comme ça, on va clarifier le tout. Donc, ici, mon objet est en itérateur s'il supporte uniquement cette méthode-là, et il est en itérable s'il supporte le iter, et il est en itérateur s'il supporte la fonction next. Et pour supporter la fonction next, Python est relativement cohérent. Il va simplement falloir implémenter une méthode spéciale qui s'appelle underscore underscore next underscore underscore. Et ici, mon annuaire doit juste renvoyer la prochaine valeur.
il se pourrait que je peux renvoyer n'importe quoi. Mais on veut retourner quelque chose. Je pourrais simplement avoir une boucle ici, while true. Je pourrais avoir en self point une valeur ou en compteur, par exemple, qui commence à 0. Et puis je pourrais faire en return de ce compteur. Hop. On va faire ça comme ça. Et puis on va faire en if self compteur, juste pour voir, est plus petit ou est égal à 100. Dans ce cas-là, je vais lever une stop iteration. Le travail est fini. OK, et puis, si je ne veux pas tourner dans une boucle infinie ici, on va faire, hop, compteur, et puis on va incrémenter de 1 à chaque fois. Donc on voit que ici, mon objet est maintenant en itérable, il a une méthode iter. Il est en itérateur, il a une méthode next, qui, lorsqu'elle a terminé un certain job, ici, va retourner ici, on va mettre, hop, va lever une stop iteration qui va arrêter la boucle. Alors pour tester, je vais peut-être pas mettre 100 ici, mais je vais mettre 3 et on va regarder. Alors je vais obtenir l'itérateur avec la méthode avec la fonction iter et je passe donc mon annuaire maintenant à iter. J'obtiens un itérateur. Cet itérateur, je peux appeler next 3 fois. Je peux le faire ici 3 fois, une première fois. Ensuite, Shift, Enter, je le fais une deuxième fois. Hop. Qu'est-ce qui me fait comme truc? Bien sûr, je recommence ma boucle à chaque fois. Autant pour moi, je suis complètement dans les choux aujourd'hui. Hop, on va faire très simple. On va juste créer une méthode d'initialisation ici. Nombre. Allez, hop. Nombre. 1, 2, 3. Ici, on va créer un self index qui commence à 0. Et ici, dans notre itérateur, de notre next, ici, je vais faire en self.index plus égale 1 et en return de self.nombre self.index. On va commencer directement là. Et comme ça, donc on obtient l'itérateur, c'est-à-dire qu'on exécute cette fonction-là. Et ensuite, avec next, on obtient le 1. Puis je réexécute cette ligne-là. On obtient le 2. Puis je réexécute ça. On obtient le 3. Ici, comme j'ai mal programmé mon truc, on va obtenir une index out of range parce que j'aurais ici dû on va faire ça comme ça, donc if self.index maintenant plus grand ou égal à 3 raise stop iteration.
Et fini. Là, même si je vais plus loin. 2, 3, et effectivement, on a la stop iteration, ce qui veut dire que du coup, mon annuaire peut être utilisé dans une boucle for. For élément in annuaire. For élément in annuaire print élément, par exemple. Donc, hop, print for élément in annuaire. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, je vais juste transformer pour la suite et on va voir ça. Ok, donc j'ai un annuaire et j'ai tout ce qu'il me faut maintenant pour faire le job. Donc, essayons maintenant, dans cet annuaire, d'y ajouter des personnes. Et donc, pour ajouter des personnes, on va créer une méthode ajouter. Donc, on va ajouter une personne ici, et puis simplement la méthode ajouter va simplement ajouter de notre liste de personnes la personne désirée sous la forme d'une chaîne de caractères. Alors, on va juste s'assurer ici qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Et ensuite, au niveau de l'itération, effectivement, on va garder ça comme ça. Et au niveau du next, du coup, alors je peux implémenter moi-même une itération à travers cette liste, ou je peux simplement me contenter ici, comme itérateur, de renvoyer la liste qui elle-même est un itérateur. Donc ici, je peux renvoyer l'itérateur de la liste elle-même. Ce sera le plus simple. Et on peut commencer à travailler avec notre liste. Alors, essayons de travailler avec notre liste. Ici, hop, déjà vérifier que je peux bien éventuellement faire en for personne in annuaire. Mais avant ça, je vais devoir ajouter quelques personnes dans mon annuaire. Donc, je vais prendre mon annuaire, je vais lui ajouter Thierry, et puis je vais lui ajouter Evelyne, et je vais lui ajouter trois personnes. Hop, bien sûr que ajouter. Ça se passera mieux si j'utilise les bonnes méthodes. Voilà, donc allons-y. Hop. Hop. Et ici, maintenant, effectivement, on a notre objet annuaire qui est lui-même explorable par une boucle for. Je n'ai pas besoin ici de faire annuaire et puis de savoir qu'à l'intérieur d'annuaire, j'ai une liste de personnes pour la parcourir. Alors bien sûr que si je fais ça, ça fonctionne, mais il me suffit ici directement. L'annuaire lui-même devient explorable dans ce contexte. Alors bien sûr, on pourra me dire, ben, j'ai un petit peu triché, là j'utilise le fait qu'on ait une liste ici. Alors bien sûr, je ne suis pas forcément obligé d'utiliser une liste à ce niveau-là. Si j'ajoute moi-même une
méthode next. Alors, je pourrais ici, alors bien sûr, je vais utiliser une liste, mais je peux continuer à utiliser mon index en interne, par exemple. Alors, si je le fais à la main, j'ai ma fonction, donc ma méthode next, dans laquelle je vais récupérer la personne, self.personne. Ici, hop, on va ici, lorsqu'on demande l'itérateur, on va réinitialiser index à 0. Et puis, lorsqu'on parcourt avec next, ici, on va à chaque fois obtenir la personne avec self.index. Et on va ensuite vérifier si self.index est plus grand ou égal à la longueur des de personnes. Self.personne. Donc, si index dépasse la longueur de personnes, alors à ce moment-là, on va lever une stop iteration. Le travail est terminé. Alors, s'il est égal, si là, il est déjà à la longueur, ok, donc là, on est bon. Et puis maintenant, pour la suite, self-index plus égal à 1, return. Personne. Alors, on n'a plus qu'à serrer les fesses pour vérifier si ça fonctionne. Et on voit que ça fonctionne. Alors, bien évidemment, là, je refais du travail pour finalement, à la place de l'itérateur de la liste, je peux, bien sûr, comme avant, directement avec iter, profiter de l'itérateur de la liste. Donc ici, c'est au niveau d'iter que je décide qui est mon itérateur. Donc ici, maintenant, j'ai gardé ça. Je vais simplement dire, OK, bah, l'itérateur, c'est self. C'est moi-même. À ce moment-là, on va prier que ça continue à fonctionner et on voit que je pars sur un index out of range parce que ma condition n'est pas correcte. Personne. Hop. Index 0. Bien sûr, on va le faire comme ça. Là, ce sera correct. Voilà. Et on a le même résultat. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que iter retourne annuaire lui-même et que annuaire lui-même a cette méthode next qui va déterminer quelle est la prochaine valeur à donner. Donc, ici, la première valeur à donner va être cette valeur, l'indice 0 de personne. Et puis, je récupère donc la personne d'indice 0. J'incrémente l'index, je retourne la personne d'indice 0 et donc du coup, j'affiche Thierry. Au prochain tour de boucle, on rappelle une nouvelle fois next. Donc, on récupère l'index qui vaut maintenant en. On voit que en est plus petit toujours que la longueur 3 de ma liste. J'arrive ici, je récupère la deuxième personne, la personne d'index en. J'incrémente l'index qui vaudra maintenant 2 et je retourne la personne et qui m'affiche Evelyne. Au troisième tour de boucle, next est rappelé par la boucle for. Self-index vaut 2, on est toujours plus petit que 3. Il n'y a pas de stop iteration. Je récupère la personne d'indice numéro 2, qui est ma troisième personne. J'incrémente l'indice de 1 et je retourne
Mayol qui est affiché ici dans le print. Et finalement, au 4e tour de boucle, next est à nouveau appelé. L'indice ici vaut du coup 3, qui est égal à la longueur de la liste. À ce moment-là, il y a la stop iteration qui est levée. Et quand la stop iteration est levée, la boucle for comprend c'est fini et la boucle s'arrête. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour que votre objet puisse supporter les boucles for, il nous faut une méthode iter, une méthode next et une exception. Maintenant, ça pourrait très bien être 2 classes séparées, et ce sera le mot de la fin puisqu'on a dépassé le temps. On pourrait faire un itérateur annuaire, et puis on pourrait donc parfaitement externaliser tout ça dans une classe à part, donc init self, par exemple, hop, self.list égale list. Et puis du coup, hop, on pourrait avoir notre méthode next ici. Hop, on pourrait l'itérateur comme le iter de liste. Et puis next qui fait appel à next de self.it ici. Et puis du coup, ici dans l'itération, je peux faire en return et instancier ma nouvelle classe. Donc ça, c'est simplement pour montrer qu'il n'y a aucune obligation que iter et next soient absolument sur la même classe. Donc itérateur annuaire, je lui envoie une liste qui est ici mon self personne. Tout ça, je peux éventuellement l'éliminer et tout ça sera fait ici. Bien sûr, sur une liste, je me complique bien la vie ici, mais c'est pour montrer que ce protocole est relativement flexible et qu'on peut tout faire dans une classe comme on peut tout séparer dans plusieurs classes et on obtient le même résultat qui, au final, annuaire, est exécuté. Donc, après tout ça, resimplifions le tout pour que on voit un petit peu la vision d'ensemble. Bien sûr, dans le contexte de notre annuaire, le plus simple est de directement avoir en iter qui retourne le iter de la liste interne, et c'est bien sûr le code le plus simple qui permettra de fonctionner. Donc ici, vous avez vu dans ce webinaire comment fonctionnait le protocole d'itération. Vous avez vu qu'est mis en jeu ici une méthode spéciale iter, une méthode spéciale next, ainsi qu'une exception stop iteration. À partir de là, il est tout à fait possible d'implémenter ce protocole d'itération sur un annuaire téléphonique pour parcourir et effectuer des traitements sur les différentes personnes qui sont contenues à l'intérieur de cet annuaire, sur en labyrinthe, par exemple, pour parcourir un labyrinthe case par case, je pourrais implémenter un protocole d'itération pour pouvoir parcourir cet objet, sur un fichier, bon, les fichiers sont par défaut déjà des itérateurs, ou sur n'importe quel objet qui représenterait une collection de choses. Okay, si je représente une salle de classe ou enfin une classe d'élèves sous la forme d'un objet, je peux implémenter un itérateur qui me permettra d'effectuer une opération sur chacun de mes élèves.
etc., etc. Donc, ça nous permet de créer nos propres collections plutôt que d'utiliser systématiquement les listes. Si j'ai besoin d'une collection particulière pour des traitements particuliers, alors je peux très bien implémenter mon propre protocole d'itération pour que ces objets-là soient supportés par la boucle for. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je suis tout à fait ouvert à répondre à toutes les questions que vous aurez sur ce protocole d'itération. C'est quelque chose que vous pouvez avoir besoin peut-être dans votre avenir professionnel ou très tôt, où vous pouvez expérimenter directement dans les projets. Donc, on peut s'en passer comme on peut l'utiliser. Vous voyez que ça donne du code très compact si je l'utilise. Si je ne l'utilise pas, j'ai des alternatives. Je peux directement passer par des listes ou je peux passer par des dictionnaires. Donc, j'ai des possibilités. Mais n'hésitez pas à expérimenter avec ce protocole d'itération. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc j'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, je vous invite à retrouver la vidéo de ce webinaire d'ici ce soir sur l'espace où vous avez les autres webinaires, donc sur webinaire.pythonclassmates.org, où sont recensés les différents webinaires d'entraide du Discord. Et n'hésitez pas de me contacter sur Discord si jamais vous avez des questions relatives à l'un d'entre eux. Voilà. J'espère que... Pardon. Oui. Oui. Alors, j'ai entendu qu'il y avait une question, mais ça a coupé. Pardon. Bonsoir. En fait, il y a eu 2 questions qui ont été posées. Oui. Dans l'espace de conversation. Ah, de chat. De chat, D'accord. oui. Autant pour moi. Il ne faut pas hésiter pour les questions à quoi ça sert le yield. Donc, le yield, c'est un peu comme un return, mais ça sert à faire une fonction qu'on appelle un générateur. Donc, c'est des fonctions un peu particulières, les générateurs, parce que c'est des fonctions qui peuvent s'arrêter au milieu et reprendre après. Par exemple, j'ai une fonction ici. Si je fais en général return salut, okay, puis après return comment ça va, si je l'appelle, si je l'exécute, cette fonction, elle va toujours retourner salut. On peut très bien le faire et regarder. Je l'exécute une fois, salut. Je l'exécute une deuxième fois, salut. Je l'exécute une troisième fois, salut toujours. Et je ne peux pas l'appeler dans une boucle for, effectivement, parce que si je l'appelle dans une boucle for, ce n'est pas un itérable directement. Donc, for mot in fonction, print mot. Ok, donc là, simplement, effectivement, il me retourne salut, toujours, et puis, bien sûr, je peux itérer sur la chaîne de caractères salut, mais pas sur ce que va me retourner cette fonction-là. Maintenant, si j'ai la même fonction, mais cette fois, plutôt que... Si j'utilise le mot-clé yield, en fait, donc c'est un générateur, et ce générateur, en fait, va directement me retourner un itérateur je l'exécute, et ensuite next, salut, next, comment ça va? Donc c'est comme une fonction, mais que tu vas pouvoir réexécuter plusieurs fois, et à chaque fois que tu l'exécutes, elle va reprendre de l'endroit où elle est restée. Donc ça me permet, par exemple, d'imiter le fonctionnement, par exemple, de range. Def myRange, alors début, fin, par exemple, ici. Alors, ouais, alors i égale 0,
ou égale début. While i est plus petit que fin. Dans ce cas, yield i. Et ensuite, i plus égal à step, par exemple. Hop, un peu même. Alors, si je fais quelque chose comme ça, je vérifie début. Tant qu'on n'est pas à la fin, on retourne i et on step. Peut-être que pour le step, je peux mettre une valeur de 1. Donc, c'est un petit peu comme for i in my range 0, 10, print i. J'ai le même comportement que la fonction range. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de liste du tout. C'est juste des valeurs qui sont générées. C'est pour ça qu'on appelle ça un générateur. Les valeurs sont générées. La valeur générée, elle est retournée ici. Donc, mais après, au prochain appel de range dans la boucle, ben, du coup, on va reprendre ici et continuer la boucle. Donc, la fonction, elle peut toujours, le générateur va reprendre à l'endroit où il s'est arrêté, c'est-à-dire où on a eu le yield, et il va continuer. Donc, j'exécute d'abord la fonction jusqu'au premier tour de boucle où il retourne cet élément. Et puis ensuite, je reprends là et je continue la boucle jusqu'au deuxième tour de boucle. Et là, il y a à nouveau un yield et j'ai le deuxième élément, etc. Et du coup, c'est exactement comme ça que fonctionne, par exemple, le range de Python. Donc, range ici 50 en Python, il ne génère pas une liste de 50, il n'y a jamais de liste qui est générée par range, c'est un mécanisme un petit peu comme ça. Et bien sûr, print i. Range me permet exactement de faire ça. Donc moi, là, j'ai réimplémenté quelque chose qui ressemble à range ou à d'autres types de fonctions. Donc voilà à quoi sert yield. C'est de manière générale des fonctions qui vont pouvoir stopper et reprendre à l'endroit où elles sont stoppées pour continuer jusqu'au prochain yield. Et quand on arrive à la fin de la fonction, ben, c'est terminé. Et ça, c'est des itérateurs. Donc, finalement, j'ai mon itérateur ici, myRange, où je prends de 0 jusqu'à 3 par pas de 1. Et ensuite, je fais mon next hit, mon next hit, mon next hit, et puis finalement, ma stop iteration à la fin. Voilà, donc une fonction qui retourne yield, retourne en itérateur directement. Je n'ai pas besoin de faire le iter là. Est-ce que ça répond à la question? Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Je vois que ça s'est emballé. Alors, hop, en gros, Python, finalement, tout devient itérable du coup. Oui, tout va pouvoir devenir itérable en Python à un moment donné. Donc, si je décide que j'ai besoin d'itérer, et que ça fait du sens, à ce moment-là, on peut tout rendre itérable. Maintenant, il faut que ça fasse du sens. C'est-à-dire que sur un annuaire, on va dire un annuaire, c'est une collection de noms et de numéros de téléphone, donc de personnes, d'informations sur des personnes. Ça fait du sens éventuellement que je puisse itérer sur cet annuaire pour effectuer un traitement sur chaque personne. Maintenant, si j'ai un objet qui représente, je ne sais pas moi, une personne tout court, est-ce que ça fait du sens d'itérer sur une personne? Je dirais a priori pas. Peut-être que certains d'entre vous peuvent donner du sens au fait d'itérer sur une personne. Donc, itérer sur une liste, ça fait du sens parce que je vais itérer sur chaque élément de la liste, mais itérer sur un entier, ça ne fait pas de sens parce qu'en entier, voilà, je n'ai pas matière à visiter les différents éléments qui composent le chiffre 1. Donc, la notion d'itération, de nouveau, n'est pas là.
Donc, il faut toujours se demander, quand j'ai un nouvel outil, comme aujourd'hui, vous avez un nouvel outil avec les itérables et les itérateurs, de toujours se demander, est-ce que ça fait du sens sur l'objet sur lequel je travaille d'implémenter ce protocole d'itération? Est-ce que ça fait du sens d'utiliser cet objet dans une boucle for? Si la réponse est oui, alors c'est l'outil dont vous avez besoin. Si la réponse est non, alors c'est pas forcément l'outil. Alors, n'est pas itérable dans un mock. J'essaie de voir. Hop. Comment rendre itérable l'objet setAtre. L'objet setAtre de MonkeyPatch, j'imagine. Ah non, setAtre, le setAtre standard. Pourquoi setAtre serait itérable, en fait? Donc cet objet, ok. Donc je vois là. Il me faudrait plus de contexte pour pouvoir répondre. Apparemment, nodes est une liste ici. Donc techniquement, la liste, celle-là, est itérable. Donc, la liste est itérable. Par contre, liste crochet index va retourner l'objet qui est stocké dans cette liste de nœuds, de nodes, et lui, il n'est pas itérable, éventuellement. Si on peut imaginer que c'est un entier qui est stocké dans node crochet index, par exemple, lui ne sera pas itérable. Si par contre c'est une chaîne de caractères, elle sera itérable. Donc ici, ça ne dépend pas tellement de l'expression qu'on a là, mais ça dépend de cette expression node crochet index, savoir quel est l'objet qu'il y a derrière. Est-ce que cet objet qu'il y a derrière est lui-même itérable? Et donc, c'est ça qu'on va devoir déterminer pour le cas qui nous intéresse ici, puisque ici, on a un objet. Cet objet, on suppose qu'il a un attribut dont le nom est contenu dans cette variable field, et on veut lui attribuer cette valeur value. Donc, peut-être, Sébastien, si tu as en cas d'utilisation bien précis, contacte-moi sur Discord et on peut en Ouais, discuter. ok, d'accord. Okay. Merci. Et puis, finalement, pourrait-on utiliser ce protocole pour gérer la création d'une liste de produits dans des attributs choisis, par exemple, parcourir chaque produit pour y appliquer une méthode? Alors, je dirais pas forcément nécessaire, parce que si je comprends bien, des attributs choisis, parce que en fait tous les attributs sont accessibles dans un objet via, alors par exemple si je crée une classe, ma classe, et que je crée un ou deux attributs, alors ici je vais juste créer deux attributs fictifs, l'attribut A, mettons qui vaut 1, et l'attribut B qui vaut 11, comme ça on n'a pas 1 et 2. Je crée un objet, hop, un objet qui est une instance de ma classe. Alors, si je veux parcourir les objets, ou plutôt les attributs de cet objet, déjà, j'ai la fonction var en Python qui me donne ça sous forme d'un dictionnaire. Donc, par défaut, je n'ai pas forcément besoin d'implémenter un protocole d'itération, parce que si je veux regarder quels sont les attributs de l'instance, les attributs d'instance, for, atr, in, obj, in vars, obj, et puis là, je peux faire en print, par exemple, de l'attribut, et je vois qu'il y a les attributs A et B qui sont dans ma classe. Après, si je veux, comme c'est un dictionnaire ici, je peux appeler la méthode items, et je peux avoir l'attribut et sa valeur. Donc print, attr et valeur. Et puis j'ai l'attribut plus sa valeur. Après, si je veux les filtrer, effectivement, on peut se poser la question. Alors du coup, si je veux une sorte une itération plutôt spécifique sur mon objet, pourquoi pas? Il faudrait voir le cas d'utilisation précis pour pouvoir y répondre. Alors voilà, j'espère avoir répondu aux différentes questions. Sinon, n'hésitez pas
à les poser, en poser encore une ou deux. N'hésitez pas également à prendre le micro si vous avez besoin d'en discuter. Sinon, on en reste là et vous me contactez sur Discord avec des questions spécifiques si jamais vous avez un doute sur un cas d'utilisation. Ça peut, donc, ça peut permettre d'initier une expérimentation avec ce protocole d'itération. Une nouvelle fois, c'est un nouvel outil. C'est un outil qu'il faut utiliser lorsque ça fait du sens. C'est un petit peu comme toujours, hein, quand on apprend à planter en clou, en fait, finalement, et à utiliser un marteau, on aura tendance à vouloir tout faire avec ce marteau, mais parfois, c'est pas le bon outil. Donc, à vraiment essayer de l'utiliser lorsque la notion de collection, de parcours, de visiter chaque élément d'un objet fait du sens. Lorsque, bien sûr, vous avez un élément comme un entier, comme, qui est unique, où il y a pas qui n'est pas composé de plusieurs éléments, à ce moment-là, l'itération, la notion d'itération ne fait pas de sens et ne le faites pas, ne le mettez pas partout. Voilà. Alors, je vous propose de continuer la discussion sur Discord pour ceux qui, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent. Alors, à tout bientôt. Je vais mettre le webinaire en ligne dès ce soir. Si vous avez des questions, contactez-moi. Et sinon, belle semaine à vous, ou belle fin de semaine à vous. Au revoir. Merci Thierry. Au revoir. Merci Thierry. Merci Thierry. Bonne semaine. Bonne semaine.